Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Luc Sozoule. Voilà, avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Nous poursuivons encore nos émissions thématiques d'intersaison avec aujourd'hui un numéro consacré à un exercice de prospective, les paris des commissaires pour l'année 2019. Pour ce numéro particulier sont réunis Charles. Salut Max, salut à tous. Salut à toi. Baptiste. Bonjour tout le monde. Greg. Salut tout le monde. Et Daniel. Salut à tous. Et bonsoir, chers commissaires. Voilà, donc aujourd'hui, je vous demande de prendre un peu de risque et de vous mouiller pour l'année 2019 et de donc vous livrer un petit exercice de projection. Voilà, Charles, est-ce que tu veux commencer ? Ouais, je veux bien. Si j'avais un pari à faire pour l'année prochaine, ça serait Primoz Roglic qui serait vainqueur du Tour de France. Je sais que ça va faire sourire pas mal de monde parce qu'il est encore un petit peu méconnu du grand public, mais c'est un coureur sur lequel je mise pas mal. Je trouvais vraiment intéressant et impressionnant la saison dernière, et il a été capable de jouer avec les meilleurs sur les courses par étapes d'une semaine. Ensuite, il a été très performant sur le Tour, même si on sent qu'il a manqué un petit peu de jus et d'expérience sur la fin de course et qu'il a été handicapé par le contre-la-montre par équipe. Donc, ouais, c'est un coureur en lequel je crois beaucoup, et je pense qu'il sera aussi avantagé l'an prochain avec l'arrivée de Tony Martin, qui devrait lui faire un grand bien, qui devrait parvenir à le guider sur ce fameux chrono par équipe, mais aussi sur les moments de course où on peut perdre justement l'épreuve parce qu'on est mal placé, parce qu'on ne sait pas remonter là où il faut, etc. Enfin, je pense que ça peut être le pari gagnant de la saison 2018 sur le Tour de France. Un pari, finalement un peu osé. Baptiste, tu en penses quoi ? Tu voulais commenter ? Oui, parce que j'ai envie de dire malheureusement, je suis d'accord avec Charles. Je pense aussi que Primoz Roglic va gagner le Tour de France. Je pense qu'il a vraiment le profil pour. Mais quand on voit la chance qu'a eu Richie Porte, le dernier favori de Charles sur le Tour de France, je suis inquiet pour le Slovène. Voilà. Mais sinon, j'ai rien à redire à ce qu'a dit Charles. Justement, moi, j'allais justement reprendre là-dessus, c'est que, à l'instar d'un de ces poulains, c'est que effectivement, Roglic, comme Porte, ça leur arrive assez souvent de tomber sur ces courses importantes quand même. Et je pense pas que le renfort de Tony Martin puisse changer grand-chose là-dessus. Alors après, c'est peut-être une mauvaise série et qui va prendre fin l'année prochaine. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on m'avait rayonné l'an passé en janvier quand j'avais annoncé Primoz Roglic top 5 du Tour de France. D'accord. Non, je ne crois pas. On était à peu près d'accord, il me semble. On essaie de retrouver cette archive. Mais Roglic vainqueur, qui arriverait à faire déjouer la Machine Sky, c'est quand même un pari osé, effectivement. Ouais, moi j'y crois pas trop. Et toi, Max, tu y crois ? Ou non, tu moi serais sur quelqu'un d'autre ? Non, moi non plus, j'y crois pas parce que je pense que Froome aura à cœur de rejoindre le club des quintuples vainqueurs du Tour et qui fera tout pour l'année prochaine pour vraiment mettre les cartes de son côté, et il n'ira pas faire le Giro auparavant, il ne sera pas embêté par des affaires de ventoline ou quoi que ce soit, il arrivera dans les meilleures conditions. Voilà. Est-ce qu'on peut enchaîner avec le pari suivant ? Moi, je vous trouve bien défaitiste, parce que moi, de mon côté, je parierais sur un Français vainqueur d'un grand tour en 2019. Pas exagéré non plus.
Et quand je dis un Français, je pense à Pinot ou à Bardet, et a priori, ils vont zapper le Giro, donc tout va se jouer sur le Tour de France, mais je pense que ça peut leur sourire et leur convenir, puisque ça m'a quand même l'air assez ouvert. C'est ton pari. Un Français qui gagne un grand tour, mais donc forcément, presque, j'ai envie de dire, si un Français gagne un grand tour, ça se doit presque d'être le Tour de France à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ah, c'est encore plus gonflé, je trouve, que le pari de. Ça va plus loin encore là. Ouais, ça va plus loin. Moi, ça me fait pas peur, j'y crois. J'y crois tellement. Pour recentrer sur le pari Roglic, je pense que ça rejoint aussi un débat que vous avez eu récemment, c'est la capacité de la Lotto Jumbo à s'élever ou pas au niveau de la Sky, parce que vous l'avez dit, c'est pas forcément possible, mais à un niveau qui permettrait aussi à Roglic de briller, et ça c'est une donnée qu'on n'a pas encore. Est-ce qu'elle sera capable de prendre si besoin la course en main comme on l'a vu lors de la dernière Vuelta ou pas, quoi. Enfin, après ça reste un gros pari, parce que si c'est pour miser sur Froome, ça n'a pas un grand intérêt, mais c'est aussi, enfin, ça dépend aussi de son équipe, je trouve, quoi. Oui, je rebondirai dessus. Jusqu'à présent, c'est un outsider Roglic, mais maintenant, avec ses dernières performances, ça devient un favori. Et c'est plus du tout pareil à gérer, soit au niveau de la préparation, même de la pression. Jusqu'à présent, Roglic, c'est plutôt la bonne surprise. Hein, le coureur, bon, voilà, enfin, le nouveau coureur qui, depuis 2 ans, commence à pointer le bout du nez. Il a confirmé cette année sur les courses d'une semaine et sur le Tour de France. Maintenant, il sera un des favoris. Ça, c'est plus du tout pareil. Maintenant, on va le regarder différemment. Il va être beaucoup plus marqué à la culotte. C'est attendu. Greg, et toi, justement, tes paris? En parlant de vainqueur, peut-être un petit peu inattendu Tour de France, Geraint Thomas, pour l'année prochaine, je pense, vu notamment les vacances en ce moment où visiblement son régime alimentaire fait un peu penser à celui de Charles. Hein. C'est un petit peu le même. Et donc, je pense qu'il risque d'avoir une saison très difficile l'année prochaine. Il a fait beaucoup d'efforts l'année dernière pour être au poids, pour être performant. Même le Tour, je pense, à l'intérieur de la Sky, ça n'a pas dû être facile pour lui. Le fait d'être leader, mais un peu surprise avec plus ou moins l'équipe qui reste derrière Froome. Leader bis un peu. Hein. Voilà, un peu leader bis alors qu'il a eu le jaune une grande partie du temps. Oui, jusqu'à très tard dans la course, il était leader bis. Voilà, je pense que moralement, ça a été usant. Et est-ce que l'année prochaine, il fera les efforts, les mêmes efforts pour être permanent sur le Grand Tour? On ne connaît pas le programme, mais on se doute que, comme tu l'as dit, Froome, ça sera tout pour le Tour. Donc, il aura le Giro, et ça sent, voilà, le mauvais temps, je prends froid, je suis malade, ou ça sent l'année vraiment un petit peu galère pour Geraint Thomas. Un peu à la Wiggins 2013, en fait, quelque chose comme ça. Voilà, un petit peu comme ça, là. Ouais, je pense que pour moi, c'est peut-être le pari le plus sensé que j'ai entendu jusqu'à présent. Ouais, pour moi. Disons aussi, le moins risqué, pas le plus sensé, le moins risqué, on va dire. En plus, récemment, j'ai cru lire que Geraint Thomas souhaite finalement lui aussi remporter un 2e Tour de France pendant que Froome souhaite remporter son 5e Tour de France. Donc, à un moment donné, il va y avoir un problème de ce côté-là. Je ne sais pas comment ça peut. Mathématiquement, ça ne va pas être possible. Et niveau alimentaire, tout ça, je ne sais pas non plus si ça va être possible. Donc, à mon avis, il va y avoir un problème dans la saison de Geraint Thomas. À moins de faire un 2e Tour de France exprès pour contenter les Sky, effectivement, on voit que cette année déjà, ça a créé des problèmes, mais bon, ça a été un peu passé sous le tapis parce que finalement, Froome sortait du Giro, qu'il avait remporté, donc voilà, il avait peut-être un peu moins faim, était obligé aussi de mettre ses ambitions un peu en dessous, puisqu'il se rendait compte qu'il n'était pas autant en forme qu'il le souhaitait à la fin du Tour de France. Mais l'année prochaine, ça risque de se passer tout à fait autrement. Mais encore une fois, ça se réglera peut-être sans problème, tout simplement sur la route, avec la route qui montrera qui sera le meilleur et qui décidera à ce moment-là de la hiérarchie, tout simplement. Charles, tu voulais rajouter autre chose? Ouais, je ne vais pas trop passer longtemps là-dessus parce que je crois qu'on en a déjà parlé pendant une précédente émission, mais Thomas, pour moi, il a aussi atteint l'objectif d'une carrière, entre guillemets, quoi.
du coup, c'est un petit peu dur de conserver la motivation quand tu sais que tu as atteint quelque chose qui n'était pas forcément attendu et que tu auras du mal à faire beaucoup mieux et qu'en plus, tu as dans les pattes un mec qui, lui, vise son 5e Tour de France. C'est un petit peu compliqué. En plus, vous avez évoqué la donnée de gain de poids et de relâche complète. On a vu quelques photos récentes où, effectivement, Geraint Thomas, il fait un peu penser à Jan Ullrich, quoi, toute proportion gardée, parce qu'on n'atteint pas le même niveau, mais sent un petit peu dans le bon point. Et quand on sait il y a eu du laisser-aller. Ouais, puis on n'est plus dans les années 90 ou 2000. Les mecs sont vraiment au taquet. Niveau poids, on s'autorise plus le moindre écart. Donc, je pense que maintenant, à notre époque, c'est devenu très, très compliqué de prendre 10 kilos et de les reperdre pour être performants tout au long de la saison. On voit que maintenant, les mecs qui sont pas bons en mars, qui sont pas bons en juillet, ça n'existe plus. Les mecs qui vraiment sont à la rue en janvier, mars, février sur Paris-Nice, etc. et ensuite volent sur le Tour de France, ça n'existe plus vraiment, quoi. Et j'ai peur pour Geraint Thomas, vraiment. Thomas, moi je suis assez d'accord, c'est plutôt mental. On sent qu'il est même déjà à la fin du tour, il chiale quand il se rend compte qu'il a gagné le Tour de France, il fait son mic drop sur le podium. On se complète dans la tête que complètement, ça a été un tel engagement pour lui, c'est un tel soulagement qu'on voit mal qu'il arrive dès l'an prochain, peut-être plus tard, hein, parce que je le pense quand même un tout petit peu moins rock'n'roll et tête brûlée que Wiggins, donc peut-être qu'il arrivera à rebondir, mais j'ai du mal à le voir enchaîner 2 saisons de suite à un tel niveau. Je pense que mentalement, il n'a pas du tout la surface nécessaire, quoi. Il arrive de trop loin, quoi. Voilà, c'est pas Froome, c'est pas une machine, quoi. C'est pas le même genre de machine. Max, c'est quoi ton pari à toi? Bon, oui, il faut enchaîner. Alors, mon pari à moi concerne quelque chose qui n'a pas réussi beaucoup aux Français. Il est temps de vaincre le signe indien. Non pas sur la réussite d'un grand tour, mais sur une course d'une semaine. Je vois un Français l'emporter. Peu importe le Français, peu importe la course d'une semaine, choisissez celle qui vous arrange. Ça va finir par arriver. C'est d'une statistique, implacable avec les coureurs qu'on a. Il y a bien un moment où ça va finir par réussir. Ils n'ont vraiment pas eu de chance ces dernières années. Il y a des fois où c'est vraiment pas passé loin. Avec Alaphilippe, Bardet ou Pinot, il y a bien une course d'une semaine qui va finir par réussir à un Français. Voilà. Je te trouve un peu limité dans tes choix parce que Rémi Cavagna peut gagner le Tour de Guangxi. Il a fini 4e cette année, donc oui, tout est possible. C'est vrai, j'ai oublié que cette course était pour le Tour également. Donc voilà. J'imaginais peut-être une course une semaine un plus relevée, mais par exemple, pour se mouiller davantage, pourquoi pas un Pinot sur un Tour de Catalogne? Je ne sais pas, t'en penses quoi, Charles? Ouais, je suis d'accord avec toi, Max. Je pense que le Tour de Catalogne, c'est l'épreuve où nos Français, que ce soit Romain Bardet ou Thibaut Pinot, ont le plus de chances d'y réussir. Tout seulement pour une raison qu'on répète depuis pas mal d'années, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un contre-la-montre, ça handicape complètement les chances de nos tricolores. Donc, sachant qu'il n'y en a pas sur le Tour de Catalogne, je pense qu'effectivement, ça peut être l'épreuve. Et je crois que Thibaut Pinot, en plus, a déclaré récemment que ça pouvait être un objectif de remporter cette course-là. Ou à Dauphiné ou à Paris-Nice un peu débridé, qui échapperait à une équipe qui puisse contrôler. Pourquoi pas réussir? Elle a réussi, cette course a réussi comme ça, des coureurs qui ont eu la chance d'oser. C'est pas passé loin pour Bardet sur un Dauphiné. Pourquoi pas une autre fois sur ce même type de course, hein. Voilà, et je me dis, à force de tourner autour, allez, 2019 sera la bonne. Est-ce qu'on parle beaucoup de Pinot, de Bardet ou même d'Alaphilippe? Est-ce que c'est pas Latour qui pourrait, sur un Paris-Nice par exemple, tirer son épingle du jeu? C'est peut-être le profil. Alors on verra, on ne connaît pas encore le programme d'AG2R, mais peut-être que Latour prendra un peu plus de place l'année prochaine et pourquoi pas être leader unique sur une semaine, et pourquoi tirer son épingle du jeu? Il est meilleur contre la montre. Et pourquoi pas, sur un petit Paris-Nice, l'emporter et créer un petit peu la surprise et se révéler un peu au grand public. C'est vrai, il est moins connu que les Pinot, Bardet ou Alaphilippe dont on parle très souvent. Oui, mais plus facile, complet. Ouais, ou même un Tour de Suisse. On sait que c'est pas forcément un objectif pour ceux qui visent le classement général du Tour de France parce qu'ils peuvent pas se permettre d'être à 100% sur les 2 épreuves. On a eu des surprises, on a eu des Spilac, des Rui Costa, des mecs comme ça. Donc pourquoi pas pour un Pierre Latour qui est bon en montagne, bon en contre-la-montre, il peut effectivement qui a déjà porté le maillot de leader sur le Tour de Suisse. C'est vrai que le Tour de Suisse peut être peut-être le bon exemple effectivement, mais c'est tout le mal que je lui souhaite. Après, pour remporter une course, il faut quand même être soit le meilleur sur le contre-la-montre, soit le meilleur en montagne, soit
vraiment, entre guillemets, entre les deux, enfin, parmi les meilleurs sur les deux. Bon, il a encore un petit palier à franchir, mais en tout cas, je pense que c'est quand même possible. Et effectivement, s'il ne mise pas sa saison sur un grand tour en 2019, comme ça a l'air d'être le cas, il peut lui tout miser sur un Tour de Suisse. Ouais. Très bien. Allez, on va aborder encore les paris qui nous restent à faire. Je crois que oui, Baptiste, c'est à toi. Ouais, alors moi, pour sortir un peu des grands tours, mon pari pour l'année 2019, ça concernerait plutôt les monuments. Les 5 monuments, moi je vois bien une saison où les 5 vainqueurs des 5 monuments seront des néophytes en la matière, c'est-à-dire que jamais avant ils auront gagné de monument. Ça veut dire que des coureurs comme Sagan, comme Nibali, comme Van Avermaet, comme Pinot désormais aussi, ne remporteront pas de monument l'an prochain, que ce sera que des coureurs qui n'auront jamais levé les bras sur ce genre de course. Pourquoi je pense ça? Parce que je me dis qu'on est un peu à un moment un peu charnière dans le vélo en général. Alors pas forcément sur les courses par étapes où il y a une hégémonie assez nette, même s'il y a forcément des nouvelles figures qui arrivent aussi, mais sur les classiques. Voilà, il y a Valverde qui est en fin de cycle quand même, hein, malgré tout, même si sa fin de cycle, ça fait 10 ans qu'elle dure, mais bon voilà, il arrive quand même pas très loin de ses 40 ans. Des coureurs qui émergent comme Julien Alaphilippe n'ont pas encore remporté de monument. Au sprint, il y a aussi une nouvelle génération qui arrive, et donc sur une course comme Milan-San Remo, on peut bien voir un sprinter qui avait jamais levé les bras sur un monument jusqu'à présent. Sur les Flandriennes, il y a Sagan, il y a Van Avermaet, mais Van Avermaet, il gagne plus trop depuis 2 ans. Sagan, il gagne, mais j'ai presque envie de dire un peu par défaut, parce que voilà, les grands Flandriens ont disparu quand chez Lara Bonnen, et que du coup il y a un peu une période de transition, et je vois bien d'autres noms émerger. Voilà, c'est un pari, hein, bien sûr, c'est pas évident, mais ça pourrait être une saison où on voit comme ça des nouvelles têtes émerger Juste une après précision, quelques années de transition. Tu as dit pour les 5 monuments, tu as dit 5 vainqueurs. Tu penses que ce sera 5 vainqueurs différents même, ou c'était Du coup, simplement... s'ils n'en ont gagné aucun auparavant, oui, ça veut dire que ce sera 5 vainqueurs différents. Ouais. Forcément, oui. Enfin, le même aurait pu gagner 2 fois, mais ça aurait pu être la deuxième un fois, nouveau. Voilà, tout à fait, c'est logique. Autant pour moi. Donc, ce seront forcément donc 5 vainqueurs différents à ce moment-là. Et une redistribution des cartes, alors, sur les monuments. Ouais, vous en pensez quoi? C'est vrai qu'on est un peu une période de transition, hein. Je suis assez d'accord avec Baptiste sur ce point, en tout cas. Ouais, après, moi, je rejoins Baptiste sur 3 des 5 monuments. Je pense qu'effectivement, Milan-San Remo, on peut voir un Gaviria, on peut voir un Ewan, on peut voir plein de mecs gagner Milan-San Remo. D'ailleurs, si Olek l'a remporté, c'est bien. Que c'est largement possible. Mathieu Goss. Mathieu Goss, Une très belle édition, demeurant. Liège, c'est un peu, ça peut être le hasard aussi. On sait que des fois, il y a un mec qui s'extirpe dans le final et que ça peut le faire. Le Lombardie, pourquoi pas. Là où je mettrais un petit bémol, par contre, où je ne serais pas forcément d'accord, c'est les Flandriennes. Que c'est des courses où l'expérience compte vraiment plus que sur d'autres classiques. Et quand on voit que des Terpstra, des Sagan, des Van Avermaet, etc., ont mis du temps à gagner. Et je ne vois pas qui pourrait émerger et battre ces 3-là sur les 2 classiques, ou même d'autres qui ont aussi gagné, comme Gilbert, etc. J'ai du mal à voir le nom, en fait, plus que... une armée de Flandriens qui tourne autour, et pour qui ça pourrait être... ouais, c'est vrai que Van Mark, Stuyven, peut-être ça peut remporter, mais bon, les 3-4 cadors... Ouais. Que sur une des 2, pourquoi pas, mais sur les 2, Puis il y a aussi un petit facteur chance qui peut rentrer en jeu sur ces courses-là. Hein. Roubaix notamment, bien sûr. Ouais. On sait. Ouais. C'est vrai que derrière les noms que tu as cités, il y a Van Mark qui tournait autour depuis quelques années et qu'on a un peu moins vu, on va dire, peut-être cette saison. Mais le salut peut venir de nos 2 crossman, hein, Van Aert et Van Der Poel. Moi, je vois plutôt chez les jeunes, je trouve qu'on a la période post-Bonnen-Cancellara a été assez maigre. Effectivement, il y a avec des vieux à la Van Mark qui, on a l'impression qu'ils jamais ils y arriveront, et on a eu des victoires. Pas par défaut, c'est difficile de dire ça, mais de garçons qui ont été privés de victoire avant et qui ont réussi à en profiter, quoi. Des Terpstra, des Van Avermaet, un Sagan qui a mis un peu de temps quand même à gagner sur ces courses-là, alors que c'est des courses sur lesquelles il brillait depuis longtemps aussi. Et voilà, et peut-être que le moment est venu, je pense plutôt dans une jeune génération peut-être un peu plus talentueuse ou plus qui peut être appelé à avoir un règne à la Cancellara Bonnen. Pour l'instant, c'est difficile de dire qui en profitera, hein. Mais voilà, je trouve qu'il y a peut-être les germes de quelque chose autour de ça. Mats Pedersen, peut-être. Pedersen, bon exemple aussi. Ouais. Ouais, je pense que Van Der Poel peut remporter peut-être un monument, ouais, et Van Aert. En tout cas, ouais, également.
Et même sur les courses comme Liège-Bastogne-Liège et la Lombardie, il ne faudrait pas oublier Michael Woods, peut-être Romain Bardet aussi, qui a quand même des chances solides, parce que il a fait plusieurs belles performances sur ces monuments-là. Donc, et Julien Lafilippe n'a pas gagné de monument. Et Alaphilippe, il a de grandes chances de gagner l'an prochain quand même. Oui, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de clients, je pense, l'année prochaine pour ces courses-là. Ouais, il n'y a nulle part où il y a vraiment un roi à détrôner, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Je crois qu'on peut là maintenant aborder le dernier pari, celui de Daniel, qui donc ne concerne pas tout à fait, on va dire, les performances purement sportives, je crois. Oui, moi je pense que 2019 peut se révéler une annus horribilis pour David Lappartient, donc le président de l'UCI, et un peu l'ensemble des instances. On a vu qu'une bonne moitié de la saison 2018 a été pourrie par le cas Froome qui traînait en longueur. David Lappartient souhaite interdire le tramadol, les corticoïdes et peut-être même les SRM, donc les capteurs de puissance en course, pour rendre la course un peu plus débridée. Sur le tramadol, apparemment, il a pu faire passer sa nouvelle règle et l'UCI va contrôler elle-même l'utilisation de tramadol à partir du mois de mars 2019. Donc c'est une première petite victoire pour lui. Par contre, au sujet des corticoïdes, là, lui, il a plus de mal à faire passer sa loi, puisque apparemment l'Agence mondiale antidopage n'est pas encore d'accord ou n'est pas encore convaincue, donc il faut réaliser une étude. Bref, autant dire que pour moi, c'est repoussé au calendrier grec. Et concernant l'interdiction des SRM en course, on a vu une levée de bouclier de la part de certains coureurs et de la part de certaines équipes. Donc, à mon avis, ça sera compliqué de faire passer toutes ces réformes. Et je pense que 2019 va marquer un coup d'arrêt pour les ambitions de David Lappartient dans toutes ces réformes. Ouais, c'est vrai que déjà ce qui s'est passé avec l'affaire Froome et puis le final de l'affaire Froome, je trouve, parce que c'était quand même un camouflet, alors pas directement à Lappartient, mais plutôt à Azo, ce qui s'est passé, hein, qu'il a d'abord déclaré persona non grata avant que juste je crois que c'est le jour suivant, le lendemain, il a été blanchi. Enfin, je veux dire, la concomitance des événements est vraiment envoie vraiment un très très mauvais signal à ce moment-là. Depuis, tout ça a été mis sous le tapis, on a un peu oublié. Voilà. Plus d'affaires, de grosses affaires de dopage, à part toujours à peu près les mêmes genres de coureurs dans le même genre de pays. Donc à savoir des coureurs de 2e, 3e division qui se dopent à l'ancienne, hein, je vais dire ça comme ça pour caricaturer. C'est-à-dire qu'on chope ceux des gens qui dérangent pas grand monde, quoi. Et donc est-ce que les choses vont vraiment mieux? J'ai pas l'impression. Charles, ton avis là-dessus? Ouais, malheureusement, vraiment malheureusement, je pense que je suis d'accord avec Daniel. Je trouve que David Lappartient a pas mal de bonne volonté au final et qui va se heurter ou qui se heurte déjà à pas mal de réticences, que ce soit de la part de l'Agence mondiale antidopage ou des équipes, de certaines équipes, quand on parle des SRM, et j'ai peur qu'il n'y ait pas forcément les coups des franches pour faire ce qu'il veut. Les corticos, le tramadol, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Ça devait être début janvier, ça devait être début février, maintenant c'est début mars, mais que pour le tramadol. Enfin, on a l'impression que c'est un recul sans fin, en fait, et qu'on ne va jamais y arriver, malheureusement, quoi. Et c'est vraiment dommage, je trouve. Je suis un petit peu moins pessimiste pour ma part. Je trouve qu'à partir du moment où les chantiers sont enclenchés, il y a quand même des choses qui c'est pas anodin non plus, que ce soit un peu long, qu'il y ait des réticences, ça me paraît logique aussi. Je dis pas que l'année sera peut-être difficile pour David Lappartient et pour l'UCI et ça avancera sans doute pas aussi vite qu'on voudrait, mais à partir du moment où les chantiers sont lancés, je trouve que c'est quand même pas si mal. Et bon, pour le dopage, je sais pas trop, pour les produits interdits, on verra ce qu'il donnera. Mais je pense que dès cette année, le tramadol, quand même, ce serait vraiment un énorme coup d'arrêt si quelque chose qui a été annoncé soit complètement annulé. Je pense que ce serait quand même très mal perçu et c'est très compliqué pour le cyclisme d'avoir fait ce pas en avant et de le faire en arrière désormais. Les SRM, je pense que c'est pas pour cette année, mais ça ne m'étonnerait pas non plus que Lappartient a été élu pour 4 ans. Je pense que ça fait partie de ses objectifs de mandat, d'avancer sur ce dossier-là. Et à la limite, j'ai envie de dire que il est du bon côté pour ces trucs-là parce qu'il a le règlement avec lui et
Par ailleurs, les organisateurs de courses, qui eux aussi ont des aspects réglementaires, sont plutôt pour aussi. Quand je dis ça, je pense à ASO et à Christian Prudhomme. Mais voilà, donc en gros, les équipes sont un peu isolées sur ce sujet. Et même si elles vont faire des pieds et des mains pour pas que ça arrive, on va forcément avancer vers ça, je pense, progressivement vers une diminution de la technologie. C'est arrivé dans le passé dans le vélo, hein. On a déjà fait des reculs technologiques pour sauver, entre guillemets, ce sport. Je pense par exemple au vélo pour les tentatives de record du monde de l'heure, hein, qui étaient devenues des machines à laver. Voilà, peut-être que 2019 sera très difficile pour David Lapartien et l'UCI parce que ça sera très lent, mais je pense quand même qu'on n'enterrera pas tous ces dossiers-là. Je ne suis pas aussi pessimiste que mes camarades. Après, est-ce que ça peut être pire que l'année qui vient de passer? Parce qu'il commence son mandat, bim, il se prend l'affaire Froome qui a été ridicule. C'est compliqué, ouais. Des mois et des mois. Donc moi je pense que ça peut pas être vraiment pire. Parce que là, ça lui est tombé dessus, ce truc, quand même, sur le bout du nez. Il s'y attendait pas, je pense. Il a, c'était un peu un cirque, hein, il faut le reconnaître. Hein, peut courir, peut pas courir. Et je pense que ça ne peut pas être pire. Donc je suis pas aussi pessimiste parce que je pense qu'il a vraiment galéré avec l'affaire Froome et qui a empoisonné le vélo mondial pendant 6 mois. Donc je pense que ça va être moins pire peut-être l'année prochaine. L'autre point aussi, je voulais, pardon, juste Daniel avant de te laisser la parole, l'autre point que je voulais évoquer aussi, c'était par rapport au dopage mécanique. J'ai l'impression que le pire est aussi derrière nous à ce niveau-là. Dans la mesure où il semblerait quand même que l'UCI ait pris sérieusement le problème par les cornes et maintenant tout le monde semble d'accord pour dire que les contrôles sont faits assez sérieusement et qu'il n'y a plus vraiment de possibilité de tricher à ce niveau-là, en tout cas sur les grandes courses. Daniel, pour conclure. Ah oui, non, je voulais dire l'histoire Froome, si ça a traîné, si ça s'est entre guillemets mal terminé ou bien, on ne sait pas, c'est aussi en grande partie dû à l'Agence mondiale antidopage qui est, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'UCI puisqu'elle chapeaute l'ensemble des sports. Et je crois qu'elle est en ce moment dans divers problèmes aussi liés aux problèmes de dopage en Russie, puis à la réintégration de la Russie. Bref, cette instance-là a pas mal de problèmes à gérer et du coup, ça fait aussi partie de tout un ensemble de problématiques, mais qui ne portent pas que sur le cyclisme et qui donc nous dépassent un peu, quoi. Oui, parce que le problème, c'est que c'est pas lié que à l'UCI. On va presque conclure là. Charles, une dernière chose? Ouais, juste rapidement, j'avais oublié ça, alors c'est quand même le sujet. Il y a une décision qui me donne quand même pas bon moral, entre guillemets, c'est l'histoire de cette suspension de la formation Burgos-BH. Enfin, encore une fois, on tombe dans une blague où les mecs ils sont suspendus pendant 21 jours avant même que leur saison débute. Enfin, en termes de signal. Oui. Je voulais juste dire que c'était peut-être pas la meilleure chose qui soit. Ah, ça, c'est encore des règles à changer dans l'UCI. Hein. L'équipe, elle peut bénéficier de ce créneau-là pour placer son interdiction de courir. Donc, elle s'en prive pas. Hein. Voilà. Il y a encore des choses à corriger, c'est sûr. Il y a du travail. Alors voilà, c'était une émission un peu fourre-tout où chacun, on a placé un peu ce qu'on imagine pour l'année prochaine, en terminant du coup sur une note un peu plus sérieuse à la fin, forcément, puisqu'on abordait le chapitre du dopage. Pour le reste, on espère quand même que la saison sera très plaisante à suivre. N'hésitez pas à nous renvoyer nos paris dans la figure lorsque vous aurez remarqué qu'ils seront passés et qu'ils seront révélés. Exactement. Voilà, complètement faux. Hein, donc, principalement. Bravo quand Roglic aura gagné le Tour de France. N'hésitez pas. Voilà. Et effectivement, de féliciter Charles une fois la victoire de Roglic sur le Tour de France. Bien, voilà, j'espère que vous me pardonnerez sur le ton un peu fourre-tout et un peu confus de l'émission. N'hésitez pas à laisser des commentaires, pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve de toute façon très bientôt pour encore de nouvelles émissions thématiques qui meubleront ainsi la fin du mois de décembre et le mois de janvier jusqu'à la reprise pour le début de la saison et le Tour d'Australie. Voilà, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut.